Bienvenue dans Regard Croisé. Aujourd'hui, on va aborder une question vraiment fondamentale qui touche à la nature même de notre engagement dans la cité. Notre discussion de ce jour s'appuie sur une récente chronique, très éclairante d'ailleurs, qui documente l'initiative des Ndogou Débats au Sénégal. Oui, tout à fait. Et c'est un point de départ fascinant pour analyser comment nos sociétés modernes tentent de dialoguer. Alors, pour bien poser le cadre, surtout pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette pratique, il faut comprendre ce qu'est un Ndogou. Au Sénégal, pendant le mois sacré du Ramadan, le Ndogou, ce n'est pas simplement le repas qui rompt le jeûne après le coucher du soleil. C'est en fait une véritable institution sociale. C'est un moment de partage intense où l'on s'assoit souvent dehors, dans la rue ou dans la cour, pour partager des dates, du café tout bas et un repas avec ses proches, ses voisins et même des passants. C'est un moment de convivialité pure, un nivellement social temporaire en quelque sorte. Exactement. Et c'est précisément sur ce terreau culturel qu'ont été imaginés ces fameux Ndogou Débats. L'idée est brillante. Il s'agit de profiter de ce rassemblement quotidien pour rompre le jeûne ensemble, tout en élevant la discussion citoyenne. L'objectif explicite des organisateurs, c'était de créer un espace d'échange, loin du tumulte habituel, loin des polémiques qui saturent l'espace public traditionnel. Pourtant, malgré ses nobles intentions, l'initiative a fait l'objet de rumeurs et d'interprétations très partisanes. Ce qui a d'ailleurs provoqué une réaction assez épidermique de la part des organisateurs face à ces accusations. Oui, la chronique relaie ce qu'elle décrit comme un véritable cri du cœur d'Aïda Sopinyang, qui a été recueilli par la journaliste Perla Chérifou. Ces mots sont vraiment sans équivoque. Elle dit, je cite, « Le Ndogou Débat est loin d'être de la politique ». La question centrale qui va donc animer notre échange aujourd'hui est celle-ci. Est-il réellement possible, dans notre espace public actuel, de séparer le débat de société de l'arène politique? Ou bien cette distinction, aussi noble soit-elle, est-elle fondamentalement illusoire? C'est vraiment tout le nœud du problème. Pour ma part, à la lecture de ce texte et en observant la dynamique citoyenne de plus près, je soutiens fermement qu'il est absolument possible et même vital pour notre santé démocratique de préserver ces espaces comme des zones neutres, purement citoyennes et totalement indépendantes de l'arène politicienne. Et de mon côté, tout en saluant la noblesse et l'utilité évidente de cette initiative, j'affirme que toute respiration démocratique qui réunit des citoyens autour d'enjeux de société est, par définition, intrinsèquement politique, ce qui rend la séparation stricte voulue par Aïda Sopinyang conceptuellement et même sociologiquement impossible. D'accord. Alors, commençons par la genèse de cette initiative, car je pense que le contexte dicte tout le reste. Le texte source insiste lourdement sur la période. C'est le mois de Ramadan. Il est défini par essence comme un temps de recueillement, de partage et surtout comme une trêve spirituelle et sociale. Le mot trêve est d'ailleurs très fort dans la chronique. Il est capital. La frustration exprimée par Aïda face aux rumeurs de récupération n'est pas juste, enfin, l'agacement d'une organisatrice d'événements. Elle défend une distinction conceptuelle majeure. D'un côté, nous avons le débat de société, dont le but est de réunir les Sénégalais autour d'une table, sans étiquette, pour réfléchir à leur vivre ensemble dans un esprit de communion. Et de l'autre côté, nous avons l'arène politique, que le texte caractérise par son tumulte habituel et ses lectures purement partisanes. Je comprends l'idéal derrière cette séparation. C'est séduisant, mais je l'aborde d'une manière différente. Quand vous dites sans étiquette, pensez-vous vraiment qu'un citoyen oublie son statut social, ses difficultés économiques ou ses convictions profondes juste parce qu'il partage un repas sous l'égide du Ramadan? Ndogou, on discute de l'état des écoles du quartier ou de l'insalubrité de certaines rues. C'est un débat de société. Aïda Sopinyang nous dit de parler de nos écoles, de trouver des solutions entre voisins, sans immédiatement lever le poing pour accuser tel ministre ou promouvoir tel parti d'opposition. C'est ça, la zone neutre. C'est refuser d'être happé par les querelles de chapelle pour protéger une réflexion pure. Je vois très bien où vous voulez en venir avec l'exemple de l'école. Mais votre lecture se heurte à la réalité de ce que la chronique nomme, à juste titre, notre espace public actuel. La chronique elle-même déplore qu'il semble difficile de préserver ces fameuses zones neutres. Aïda Sopinyang s'insurge que ce moment soit parasité. Mais je soutiens que cette difficulté n'est pas une simple anomalie. Ce n'est pas un accident de parcours causé par quelques individus malveillants. C'est la nature inhérente de l'espace public. Vous considérez donc qu'il est, par nature, impossible de parler de la cité sans faire de la politique?
Pas de société de la politique, c'est un peu comme essayer de retirer le sel d'un plat de thieboudienne une fois qu'il est cuit. L'intention est peut-être bonne, on veut un repas plus doux, moins chargé en sodium, mais le goût est déjà partout, imprégné dans le riz et dans le poisson. Dès lors que l'on qualifiait ces rencontres de respiration démocratique et de discussion citoyenne, on s'inscrit au cœur de la chose politique. La démocratie, ce n'est pas l'absence de politique, c'est son expression la plus fondamentale. Je file votre métaphore culinaire, car elle est parlante. Le but d'Ndogo Débat n'est pas de retirer le sel. Le sel, ici, c'est la citoyenneté, c'est l'engagement pour le bien commun. Ce que la chronique demande, c'est de s'assurer qu'on ne rajoute pas le piment des rivalités politiciennes, qui rendraient le plat immangeable pour la moitié des convives. La distinction que fait Madame Nyang en voulant remettre les pendules à l'heure, c'est précisément de dire qu'il ne faut pas confondre le sel et le piment. L'image est amusante, mais soyons analytiques un instant. La distinction que vous et les organisateurs tentez d'opérer repose sur une définition extrêmement restreinte, voire péjorative du mot politique. Vous la réduisez à la simple compétition pour le pouvoir, aux élections, aux manœuvres. Or, il y a ce concept très connu du philosophe Jürgen Habermas sur l'espace public. Il explique comment des citoyens ordinaires, en se réunissant pour discuter de leurs problèmes communs et forger une opinion, créent une force politique réelle. Ce que font ces Sénégalais autour d'Ndogo, c'est la définition même de l'espace public, selon Habermas. C'est un point intéressant, bien que je le formulerai autrement. Ce n'est pas parce que des théoriciens occidentaux ont défini l'espace public d'une certaine manière que cela s'applique uniformément à la démarche très spécifique d'Ndogo Débat. Mais la dynamique humaine reste la même, peu importe la géographie. Pas quand il y a une dimension spirituelle qui transcende l'espace public traditionnel. Et vous omettez volontairement un élément majeur que la chronique souligne, l'impact transformateur du Ramadan. Le vocabulaire du texte n'est pas choisi au hasard. On y parle d'esprit de communion du mois sacré. Ce n'est pas un rassemblement sur une place publique un mardi après-midi ordinaire. Le caractère sacré de cette période crée une exception temporelle. C'est un argument convaincant. Une exception qui adoucit les mœurs. Je vous l'accorde volontiers. C'est bien plus que ça. C'est la spiritualité de cette rupture collective du jeûne qui rend cette fameuse trêve possible. Pendant cette fenêtre, les règles habituelles de confrontation, d'ambition personnelle et de calcul, celles qui régissent l'espace public dont parle Habermas, sont mises entre parenthèses. Elles sont suspendues par un commandement supérieur, celui de la foi et du respect de l'autre. Ignorer le pouvoir de ce contexte religieux et culturel à pacifier une discussion, c'est passer complètement à côté de ce qui fait la spécificité d'Ndogo Débat. La spiritualité offre ce que la théorie politique pure ne peut pas toujours garantir, c'est-à-dire un désarmement volontaire des participants. Je vous rejoins totalement sur la beauté et la puissance de cette trêve. C'est vrai, la spiritualité modifie la forme du dialogue. Elle impose le respect, l'écoute, la courtoisie. Ce n'est pas rien. Mais avez-vous considéré le fait qu'elle ne neutralise pas pour autant la substance des idées échangées ? Les rapports de force inhérents aux enjeux démocratiques ne s'évaporent pas miraculeusement parce que le soleil s'est couché et que l'on boit une gorgée de Kinkeliba ensemble. La faim partagée et la prière élèvent le ton de la conversation, mais ne vident pas le débat de société de son potentiel transformateur et donc politique. Pourtant, la chronique évoque les rumeurs et les soupçons de récupération comme des éléments étrangers qui viennent polluer l'événement. Le texte parle même de parasitage. Un parasite, par définition biologique, n'appartient pas à l'organisme hôte. Il s'y immisce de l'extérieur pour s'en nourrir. Et c'est là que notre lecture du fonctionnement médiatique et social diverge profondément. Vous voyez ces rumeurs comme une infection exogène. Moi, je les vois comme la réaction immunitaire normale, bien que désagréable, de l'écosystème politique traditionnel. Pourquoi l'arène politicienne s'intéresse-t-elle à Ndogo Débat ? Pourquoi y a-t-il des rumeurs de récupération ? Parce que les acteurs politiques perçoivent instinctivement que la formation d'une opinion publique indépendante, même lors d'une rupture du jeûne, est une force puissante. C'est justement parce que c'est profondément politique que cela attire les soupçons. Je ne suis pas convaincue par ce raisonnement car c'est une vision assez cynique de l'espace public actuel, même si elle n'est pas totalement dénuée de fondements analytiques. Mais si nous validons votre prémisse, si nous disons que tout est politique et que la neutralité est impossible par nature, nous donnons littéralement raison aux auteurs de ces rumeurs. Nous trahissons le message d'Aïda Sopinyang. Comment ça ? En quoi reconnaître la nature politique de leur action
qui est une belle action, est-il une trahison? Parce que la viabilité de ces espaces neutres ne dépend pas d'une loi physique incontournable. Elle dépend d'une volonté collective de tracer une frontière claire. Quand Aïda Sopignang martèle qu'il ne faut pas confondre, elle érige un bouclier. Ce n'est pas juste un jeu de mots ou une illusion sémantique comme vous semblez le sous-entendre. C'est un rempart opérationnel et hautement stratégique. Un bouclier pour se protéger de quoi concrètement si la politique n'est que la gestion de la cité? De l'intimidation, du cynisme, du découragement des citoyens ordinaires. Si les organisateurs admettent que, oui, ce qu'ils font est politique, même d'une façon noble, ils prêtent immédiatement le flanc aux récupérations. Ils se retrouvent classés, de force, dans le camp de l'opposition ou du pouvoir. Dire fermement que c'est loin d'être de la politique, c'est garantir aux citoyens qu'ils peuvent venir s'asseoir sur ces nattes sans la crainte d'être associés à un agenda caché. C'est la seule façon de préserver cette liberté d'expression sans étiquette, qui fait tout le sel des Ndogo débats. En détruisant ce bouclier sous prétexte de pureté analytique, on risque tout bonnement de tuer la participation citoyenne à la racine. Je suis désolé, mais je n'y crois pas du tout et laissez-moi vous dire pourquoi. Je comprends parfaitement l'utilité tactique de ce bouclier. La posture défensive, relayée par la chronique, est un réflexe de survie tout à fait rationnel face à un système médiatique qui étiquette et dévore tout. Mais notre rôle en analysant ce texte n'est pas d'être les porte-paroles d'une stratégie de communication, aussi justifiée soit-elle sur le terrain. Il ne s'agit absolument pas de communication. Il s'agit de protéger un idéal démocratique en péril. Mais on ne protège pas un idéal en amputant les mots de leur sens véritable. En refusant fermement le terme politique pour échapper à la boue de l'arène politicienne, on ampute la notion de citoyenneté de sa puissance d'action. Le message sous-jacent envoyé aux Sénégalais devient terrifiant. Il revient à dire que la politique c'est sale, c'est le tumulte, laissez cela aux professionnels, nous, citoyens, faisons autre chose de plus pur dans notre coin. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un simple constat de l'état de l'arène actuelle que le texte dénonce justement. On ne peut pas blâmer les citoyens de vouloir s'en extraire. Sauf que c'est un piège redoutable. Accepter qu'à respiration démocratique soit politique, ce n'est pas valider les tentatives de récupération partisane. C'est au contraire se réapproprier le mot. C'est affirmer haut et fort que la politique n'appartient pas qu'au parti de la place de l'indépendance, au ministère ou au plateau de télévision. Elle vit aussi et surtout autour d'un bol de nourriture partagée au crépuscule, quand des voisins discutent de leur avenir commun. Maintenir l'illusion d'une zone totalement neutre, c'est finalement laisser le monopole de la politique à ceux qui la pratiquent le moins bien. C'est un très bel argument philosophique, je vous l'accorde. Une réappropriation citoyenne du mot politique. Mais sur le terrain de la réalité décrite par la chronique, cela ne fonctionne pas. Ce fameux espace public actuel dont nous parlons n'est pas un séminaire de philosophie. C'est un espace saturé d'immédiateté, de réseaux sociaux, de polarisation extrême. Dans cet environnement, la nuance que vous proposez, c'est-à-dire affirmer que c'est politique mais pas partisan, elle est totalement inaudible. Elle est écrasée par le tumulte. C'est pourquoi la ligne de démarcation nette prônée par Aïda Sopignang est une nécessité vitale. C'est l'instauration d'un sanctuaire. Un sanctuaire? Vraiment? Le mot me semble fort. Oui, un véritable sanctuaire citoyen. Le texte est clair sur ce point. Si on refuse aux citoyens le droit de décréter certaines zones hors limite pour l'arène politicienne, alors il n'y a plus aucun espace d'apaisement possible dans la société. Tout devient un champ de bataille perpétuel, sans aucun répit. La volonté de l'initiative, c'est de dire aux gens de mettre leurs armes et leurs étiquettes à la porte de ce Ndogo. Qu'importe si techniquement, parler des affaires de la cité relève de la science politique dans l'absolu. Ce qui compte, c'est le pacte social passé entre les participants pour cette soirée précise. Je ne remets absolument pas en question ce pacte de non-agression partisane qui est fondamental pour que les gens osent parler. D'ailleurs, la chronique elle-même montre que l'initiative fonctionne et qu'elle attire du monde précisément parce que les gens ont soif de ce dialogue apaisé. Mais il faut savoir lire entre les lignes du désarroi de Madame Yang. Quand elle s'exclame que le Ndogo débat est loin d'être de la politique, c'est au fond un aveu que la frontière est constamment testée, qu'elle est constamment poreuse. Ce qui prouve bien qu'il faut la défendre avec acharnement, vous ne croyez pas ? Bien sûr, mais en comprenant ce qui se passe réellement en profondeur, la frontière est poreuse non pas parce qu'il y a des saboteurs acharnés, mais parce que dès que vous rassemblez des dizaines de personnes pour réfléchir à l'amélioration de leur quotidien, vous créez une opinion publique émergente. Vous créez un pouvoir. Et dans n'importe quelle démocratie du monde, le pouvoir attire l'attention des acteurs politiques institutionnels. C'est mécanique. Tenter de l'ignorer en plaidant la neutralité absolue, c'est presque naïf face à la réalité des rapports
rapports de force sociétaux. Les participants au Ndogou débat font de la politique de très haut niveau, justement parce qu'ils refusent les règles mesquines de l'arène traditionnelle. Je crois que nous arrivons vraiment au cœur de notre divergence sur ce sujet. Et il est temps de synthétiser nos approches respectives sur cette chronique très riche. Pour ma part, en me basant strictement sur ce texte et sur le contexte sénégalais si particulier, je maintiens que le concept de zone neutre n'est ni une naïveté ni une illusion sémantique. Les Ndogou débats démontrent qu'il est possible, grâce notamment au contexte spirituel du Ramadan, de suspendre les logiques de pouvoir pour créer un espace d'échange citoyen pur. Le cri du cœur d'Aïda Sopignan est un impératif démocratique concret. Le débat de société doit pouvoir exister indépendamment de l'arène politicienne, sous peine de voir l'engagement citoyen étouffé par les soupçons et les rumeurs. Ce bouclier d'apolitisme assumé est la condition même de l'existence de ces rencontres. Et pour résumer ma perspective, je dirais que si le bouclier défensif utilisé par les organisateurs est compréhensible face à un espace public brutal, il ne doit pas nous aveugler sur la nature réelle de ce qui s'y joue. L'intention de créer une trêve partisane est noble et essentielle, j'en conviens. Cependant, la définition d'une zone véritablement neutre dans une démocratie vibrante reste une illusion. Réunir des citoyens pour discuter des affaires de la cité, forger une réflexion collective et proposer des visions d'avenir, c'est l'essence même du politique. Les rumeurs qui entourent l'événement ne sont, au fond, que la preuve éclatante que la véritable politique se fait aussi et peut-être surtout loin des ministères, sur les nattes d'un Ndogou partagé. Ce qui est très rassurant dans notre échange d'aujourd'hui, c'est que nous convergeons sur l'essentiel du constat posé par la chronique de Perla Chérifou. L'espace public actuel est effectivement saturé d'un tumulte et de polarisation qui rendent le dialogue serein extrêmement complexe. En ce sens, l'initiative de créer des moments de respiration démocratique à la faveur d'une trêve culturelle et religieuse est une démarche inestimable pour le corps social. Absolument. L'effort collectif pour s'écouter mutuellement sans s'invectiver est une force vitale qu'il faut célébrer, peu importe l'étiquette sémantique exacte qu'on lui accole. Nous continuerons sans doute de diverger sur la possibilité technique d'une neutralité totale et sur la définition exacte de la frontière de la chose politique, mais l'utilité profonde du Ndogou débat, elle, fait l'unanimité. Et c'est justement cette divergence d'analyse qui, je l'espère, enrichit la réflexion sur la façon dont nous pratiquons notre citoyenneté au quotidien. En examinant les enjeux soulevés par ce court texte, on s'aperçoit qu'il y a de multiples façons de concevoir notre participation à la vie de la cité. Nous invitons tous ceux qui nous écoutent à s'approprier ces réflexions, à observer les rassemblements autour d'eux et à se forger leur propre opinion sur cette ligne de crête délicate entre l'échange de société apaisé et l'engagement politique. Merci d'avoir partagé ce moment d'analyse avec nous et à très bientôt. Metro Actu, xibaar ci saa si foo mën a nekk mu jot la ci. Sa source fiable d'actualité nationale et internationale.